Ok. Bonsoir à toutes et à tous. On va débuter. Donc, pour l'instant, il y a Denis qui n'est pas arrivé. Voilà. Donc, autrement, il y a trois absents. Donc, il y a Hugues qui donne pouvoir à Séverine. Il y a Céline qui donne pouvoir à Noël. Et il y a Johan qui me donne pouvoir. Donc, secrétaire de séance Nelly. Et donc, je vais vous demander, il y a une délibération qui va être supprimée. Il y avait au niveau RH, il y avait une délibération pour la création d'un emploi non permanent pour un remplacement temporaire d'activité au pôle moyen ressources, donc chargé de communication. Donc elle va être retirée, je vous expliquerai pourquoi quand on sera sur la délibération, parce qu'il y en a une autre du même style. Et un rajout d'une délibération pour une indemnisation au titre de la responsabilité civile de la commune suite à un sinistre. Je suis limité à 1 000 euros et c'est un petit peu plus de 1 000 euros, donc il faut passer une délibération pour pouvoir rembourser la personne suite à un sinistre. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour supprimer cette délibération et rajouter la deuxième ? Ok, merci. Première partie, donc d'abord les deux PV des derniers, parce que au dernier conseil, il n'avait pas été envoyé. Donc les deux PV des séances du 5 juillet et du 9 octobre, est-ce qu'il y a des remarques sur ces PV ? Non, donc PV approuvé pour ces deux séances. Et on commence les premières délibérations avec administration générale. Convention de prestation pour le traitement et réorganisation des archives de la commune d'Oudon. Donc régulièrement, la dernière fois, c'était à peu près il y a 1 an, il y avait un gros travail d'un archiviste, et donc il faut faire ça régulièrement, parce qu'autrement, si on ne le fait pas à un moment, ça s'entasse et ça devient plus compliqué. Donc l'archiviste du centre de gestion va venir, venir travailler sur la commune, sur les archives, et donc il faut signer une convention avec le centre de gestion. Donc la commune de Don a initié une mise à jour de ses archives. Une première mission a eu lieu en 2023 avec un archiviste du centre de gestion de la Loire-Atlantique. Au vu de la charge du travail, une deuxième mission était nécessaire afin de rattraper le retard dans le classement des archives communales. C'est pourquoi la commune a fait appel de nouveau à un archiviste du centre de gestion 44. Il est prévu que celui-ci intervienne à compter du 10 décembre pour une durée de 4 semaines environ. Donc, vu le Code général des collectivités, considérant la nécessité de classement des archives de la commune de Don, il est proposé au conseil municipal de m'autoriser à signer la convention avec le centre de gestion 44 et tous les documents s'y afférents. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques ? Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci, unanimité. Finance, Bertrand. Oui, bonsoir tout le monde. Peut-être avant de passer aux deux délibérations, donc, quelques diapos qui reprennent les échanges qu'on a pu avoir en commission, donc les deux dernières commissions qui s'intéressent en particulier à la préparation budgétaire. Et donc, c'est quelque part un peu ce qui nous a... Non, si on peut rester... Ouais. Quelque part, ce que l'on retrouve, ce qui a servi aussi à définir notre lettre de cadrage budgétaire, donc lors de la dernière commission, que je vais présenter juste après. Et donc voilà, un premier point pour dire que on a une CAFNet qui est positive, heureusement, mais qui est éloignée des objectifs qu'on s'était donnés d'avoir 15% de nos recettes de fonctionnement équivalentes à notre CAFNet. Donc voilà, les 15% de nos recettes, évidemment, ça bouge et ça augmente en fonction de nos budgets qui ne cessent d'augmenter. Hein. Mais donc, on est autour de 600 000 euros, entre 500 et 600 000 euros. Et donc là, vous voyez que notre CAFNet est de 300 000 euros. Donc voilà, si on veut continuer à investir, la CAFNet, ça sert principalement aux investissements, il faut qu'on retrouve un peu plus de CAFNet, c'est-à-dire qu'on a le CAFNet, en gros, c'est les recettes de fonctionnement moins les dépenses de fonctionnement et moins le remboursement des emprunts. Voilà, donc ça c'était le premier constat qu'on faisait. Ouais. Le deuxième constat en matière de finances, encore plus aujourd'hui, ça c'est la diapo de la commission, mais c'était un projet de loi finance, vous voyez, qui n'a pas forcément été voté. Dedans ce projet de loi, il y avait
des engagements forts comme par exemple du non-remboursement de FCTVA, de TVA sur par exemple les charges de fonctionnement. Je cite ça parce que ça c'est quelque chose de relativement fixe ces dernières années qui était autour de 20 000 euros. Ça veut dire que voilà, si ce projet de loi passe, on a 20 000 euros de recettes en moins. Mais ça va bien au-delà, puisqu'il y a par ailleurs plein d'impacts dans ce projet de loi sur les collectivités locales et nos autres partenaires financiers, notamment la région, qui prévoit 100 millions d'euros de moins en dépenses pour équilibrer son budget. On a vu l'impact que ça peut avoir sur le monde culturel, mais pas que, aussi toutes les énergies, etc. Et puis également le département, là aussi. Et donc, ce sont des partenaires financiers, alors parfois plus en matière de charges de dépenses d'investissement, mais possiblement aussi pour certaines sur des financements de notre fonctionnement. Donc, il va falloir probablement faire des économies au niveau de nos charges. Et donc, on s'est redit que voilà, de la même manière qu'on a des impôts qui sont parfois pas élevés, qui restent inférieurs aux moyennes des autres communes, nos charges sont déjà, elles aussi, relativement basses. Vous avez sur le graphique à droite, donc le graphique qui est à gauche, le tableau qui est à gauche, c'est le tableau qui nous sert à faire ces comparaisons. Ça sort de la trésorerie. C'est la comparaison de Houdon aux communes identiques. Et donc, si on se compare aux communes identiques de même strate, encore une fois, en France, par exemple, cette fois-ci, et pas en Loire-Atlantique, mais c'est un peu la même chose. Houdon, au niveau des charges totales, on voit il faut rajouter 18% pour atteindre la moyenne des charges des communes équivalentes. Et si on regarde juste sur les charges de personnel, Houdon, on est en dessous des dépenses moyennes des autres. Donc tout ça pour dire que voilà, il y a des charges qui sont déjà plutôt bien maîtrisées, bien optimisées, et pourtant ce serait nécessaire qu'on aille encore en gratter, ou en tout cas qu'on limite leur augmentation. Voilà. Et donc du coup, voilà, la lettre de cadrage telle qu'elle se présente, elle reprend en fait des engagements qu'on avait pris au printemps dernier, en disant voilà, de l'anticipation dans les dépenses, et donc notamment on a pu travailler ça aussi en commission finance, mais le prévisionnel, le plan de prévisionnel de fonctionnement, et qui va permettre de compléter, de mettre à jour notre plan prévisionnel d'investissement. Une rigueur dans les engagements, avec là aussi un suivi plus régulier. On avait parlé de faire ça tous les 2 mois, de nos dépenses, pour voir si chaque article par article, on reste dans les budgets alloués. Et puis le troisième engagement qu'on avait pris, et c'est celui-là qu'il va falloir renforcer, c'est un plan d'action économie. Et donc, chaque commission, chacun de nous là, devra en commission certainement travailler. Alors, j'ai laissé le KISS pour s'en souvenir, mais c'est un acronyme un peu anglais pour signifier qu'est-ce qu'on garde, le KEEP, qu'est-ce qu'on peut-être améliore, augmente, le I, improve en anglais. Qu'est-ce qu'on start, qu'on démarre, et le dernier S de KISS, c'est qu'est-ce qu'on stop. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on arrêtera comme action, parce que bien sûr, ça sera probablement de l'arrêt d'action en 2025 et pour les années à suivre. Voilà. Et donc voilà un peu le compte rendu de la situation. Donc aux commissions maintenant de travailler le budget qui sera voté au mois de mars prochain. Et donc, il y a 2 délibérations en finance qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont l'ouverture de crédits d'investissement avant le vote du budget, puisque l'année budgétaire va se terminer au 31/12, donc il va y avoir le compte administratif. Et avant, donc comme 99% des communes, on ne vote pas notre budget au 1er janvier. Avant que notre budget soit voté, donc au mois de mars, il faut, en cas exceptionnel, par exemple de dommages ou sur du matériel ou ou même du foncier peut-être, l'immobilier, de pouvoir engager ces dépenses, et donc la loi le permet, même sans vote du budget, donc sur l'exercice prochain, à hauteur seulement de 25% de certaines lignes d'investissement. Il s'agit d'investissement. Et donc voilà, je crois qu'on l'avait déjà fait l'année dernière, donc c'est rien de nouveau, mais on est quelque part contraint à prendre cette délibération. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération ? S'il n'y a pas de questions, donc je propose vous avez les montants, donc c'est 25% de ce qui a été ouvert en 2024, donc il y a les deux colonnes.
Et donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser monsieur le maire à engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement jusqu'à l'adoption du budget primitif 2025 à la concurrence des sommes indiquées dans le tableau suivant, donc la colonne de droite. Donc, qui s'abstient? Qui est contre? Vote à l'unanimité, merci. Et donc, la deuxième délibération concernant les finances qui vient d'être ajoutée, comme le disait monsieur le maire, là. Donc, c'est suite à un sinistre qui est intervenu sur une voiture d'un habitant lors de la tempête. Donc, il y a des ardoises stationnées à côté du pôle sportif qui sont tombées sur sa voiture. Et voilà, l'idée, c'est de rembourser, enfin de prendre en charge les travaux, comme c'est un tiers quelque part. Et donc, le terme juridique, c'est transiger avec des tiers. Le montant maximum pour pouvoir transiger avec un tiers, c'est 1 000 €. Monsieur le maire ne peut pas aller au-delà. Et donc, comme là, le coût est de 1 800 € et qu'on ne souhaite pas nécessairement faire appel à l'assurance pour éviter de bouger notre sinistralité, ben, on propose de prendre cette délibération pour pouvoir rembourser, pour permettre le remboursement du particulier. Voilà. Si c'est clair. Est-ce que vous avez des questions? Donc, je propose de passer au vote. Donc, il est proposé à monsieur le maire d'approuver la prise en charge par la commune de la facture de réparation du véhicule de monsieur Gilles de Ham d'un montant de 1 871,24 € TTC. Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, voté à l'unanimité. Oui, Marion. J'ai une question plus sur le contexte budgétaire actuel, même si c'est très incertain depuis 2 jours là. Est-ce qu'il est prévu qu'en tant que commune, on se positionne justement sur les coupes budgétaires de la région qui sont assez drastiques, d'où, justement avec ce contexte incertain, de faire remonter un peu le mécontentement qui peut être celui des citoyens face aux coupes budgétaires dans la culture, le sport, etc. À titre d'oudon, quoi. Ça peut être discuté, effectivement. Je ne sais pas s'il faut le discuter dans une instance particulière. Pour l'instant, ça n'a jamais été évoqué. Tu as entendu des communes peut-être prendre parti là-dessus ou... Oui, c'est ça. Ouais. J'ai eu des remontées effectivement de communes qui se positionnaient. Et donc, on peut, je pense, aussi faire peser des décisions, enfin, avoir notre poids là-dedans. Et ça me paraît important de montrer les attentes des citoyens. On peut peut-être prendre la question, prendre l'idée en tout cas, au moins en reparler peut-être en bureau pour voir comment on aborde la chose et puis s'il y a des discussions engagées, que ça soit engagé. Et ça peut être peut-être au moment du DOB, parce qu'au moment du DOB, on va parler un peu de tout ça, des recettes. Alors il n'y a pas que la région, il y a aussi le département qui a des coupes, mais toutes nos collectivités, donc ouais, peut-être au moment du DOB pour faire remonter nos inquiétudes communales. Ouais. Est-ce que tu peux juste me rappeler ce qu'est le DOB? Le débat d'orientation budgétaire, qui sera fait un mois en février avant le vote du budget. Voilà. Merci Marion. Donc RH, ressources humaines, voilà, donc première délibération. Alors déjà, il y a eu le compte-rendu qui vous a été envoyé, et dans le compte-rendu, il y a des délibes qui suivent ce qui a été mis dans le compte-rendu, comme la première, qui est l'adhésion au contrat collectif de prévoyance. Donc ça, c'est nouveau dans la loi. Donc il va falloir donc maintenant pour tous les agents participer à la couverture prévoyance. Avant, c'était un forfait, et là, ce sera un pourcentage de chaque salaire. Voilà. Et donc à la commission, on pouvait mettre des taux comme différents selon les salaires. Et donc la commission a proposé le seuil à 2 000 €, donc d'engager à 60% par l'employeur sur un revenu brut inférieur à 2 000 € et rester sur la loi 50% sur les revenus bruts supérieurs à 2 000 €. Donc voilà ce que... Oui. Ici ou non? Oui. Je me demandais pourquoi il n'y avait que plus et moins de 2 000. Et s'il n'y avait pas une tranche à faire pour les gens ayant moins de 1 500 ou 1 200 € brut. Alors, le 2000 a été travaillé en commission. On avait parlé de 1 500 à un moment. Il ne faut pas que ce soit une usine à gaz pour Caroline, enfin pour notre agent RH qui va à chaque fois, si ça
tous les mois, donc il va falloir regarder s'il y a des gens qui ont des heures complémentaires, ils peuvent dépasser le seuil rapidement. Donc si on met un seuil à 1 000 €, tous les mois, il y a des gens qui vont passer au-dessus, enfin, parce qu'il y a des temps partiels. Et donc il fallait que ce soit quand même un seuil qui soit assez simple au niveau de la gestion RH pour qu'il n'y ait pas 50 salaires à modifier à chaque fois tous les mois. Donc c'est pour ça que le 50% a été mis. Et on a choisi que deux plages pour cette raison-là aussi, qui était la majorité des plages. On avait les autres communes. Hein. En général, il y a 2 plages sur les communes. Après, parce que 40%, ça reste encore beaucoup pour les petits salaires en fait à payer. Bah, ce sera par rapport à avant, je ne sais plus, c'était 20... C'était un forfait unique pour l'ensemble des agents. Donc là, aujourd'hui, c'est vraiment plus adapté à chaque revenu, du coup. Et donc, toutes les personnes qui sont le revenu brut inférieur à 2 000, eux, ils vont avoir plus, en fait. On a fait les calculs, ils auront plus que le forfait actuel. Du coup, ça représente à peu près combien par personne ? Par personne, je ne sais pas, mais la collectivité, c'était 13 000 au total. 13 000 € qui est au lieu de 7 000 à l'heure actuelle. Et par personne, on ne peut pas vous répondre parce que chaque agent peut choisir des options sur son contrat. Contrat de base, en fait. Non. Pareil, c'est un pourcentage, donc... Au global, pour la commune, c'était ça fera entre 13 000 et 14 000, alors que, comme je dis, à l'heure actuelle, on est sur 7 000 €. Voilà, donc c'est une charge supplémentaire imposée quand même par l'État, voilà, aussi. Donc, voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adhérer à la convention de participation pour la couverture du risque de prévoyance et au contrat collectif à adhésion obligatoire afférent aux bénéfices de l'ensemble des agents de la mairie d'Oudon. Souscrire la garantie de base à l'adhésion obligatoire à hauteur de 90% du revenu net des agents en cas d'incapacité temporaire de travail ou d'invalidité à effet du 1er janvier 2025. D'approuver la mise en place d'une dispense d'affiliation au bénéfice des agents et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée, à condition de justifier par écrit en produisant tout document d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garantie. Décider que l'adhésion au régime sera subordonnée pour les agents contractuels à une condition d'ancienneté de 6 mois. Ça, c'est nouveau. Hein. Les agents contractuels n'étaient pas là. Ils seront couverts par ce taux de 50 ou 60%. Et de participer financièrement à la cotisation des agents à hauteur de option modulation des cotisations en fonction du revenu brut du bénéficiaire. Donc pour les revenus inférieurs à 2 000 €, 60%. Et pour le revenu brut supérieur à 2 000 €, 50%. D'inscrire au budget les crédits correspondants et de m'autoriser à signer tous les documents utiles à l'exécution de la présente délibération. Est-ce qu'il y a des abstentions ? Donc 5. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Donc 5 abstentions. Je rappelle que la loi, c'était 50% pour tout le monde. Voilà. Modification du tableau des emplois et des effectifs de la commune d'Oudon. Donc, comme j'avais dit au dernier conseil, dans le conseil aussi précédent, on le fait une fois par an. Donc, c'est le dernier conseil de l'année. Donc, vous avez reçu le tableau des effectifs. Et donc, au niveau des suppressions de postes, donc, il y a 3 postes qui sont supprimés. Donc, vu l'avis du comité social territorial, je propose à l'Assemblée donc, la suppression de 2 postes à temps complet au pôle moyens ressources à compter du 1er janvier 2025 et la suppression d'un poste à temps complet au pôle population à compter du 1er janvier 2025. De procéder aux modifications du tableau des effectifs au regard des suppressions et créations de postes ci-dessus, 6 juin, et délibérations prises sur l'année 2024. Il est proposé au conseil municipal donc de fixer le nouveau tableau des emplois permanents de la collectivité tel qu'indiqué en annexe à compter du 1er janvier 2025, d'inscrire au budget les crédits correspondants et de me charger de procéder aux déclarations de vacances de poste et de prendre des dispositions relatives au recrutement et à la carrière des agents en tant qu'autorité territoriale. Donc les 3 postes, hein, vous les avez donc comme j'ai dit tout à l'heure, 2 postes au niveau du pôle population, du pôle moyens ressources et 1 au niveau du pôle population. Est-ce qu'il y a des questions avant de procéder au vote ? Les suppressions de postes, c'est lié à des départs à la retraite, des changements de grade. Alors, il y a un départ à la retraite, et changement de grade, hein, donc pour l'agent qui était comptable. Pour le responsable service à la population, c'était changement de grade aussi. Et sur le poste d'Alexandra, c'est changement de grade aussi. Voilà.
Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci, unanimité. Et donc on arrive à la délibération, voilà, qui a été enlevée. Donc on a appris cette semaine, enfin on a reçu cette semaine la démission de notre agent communication qui était en arrêt depuis 1 mois et demi, 2 mois, qui était en arrêt. Voilà, donc qui ne souhaite pas continuer. Donc la délibération qui était prévue, c'était au cas où l'arrêt continue. Donc là, on va lancer un recrutement. Mais lancer un recrutement, ça veut dire avoir quelqu'un dans quelques mois, je ne sais pas, ça dépend comment ça va se passer. Donc c'est pour ça qu'on crée ce poste pour 6 mois pour faire le tampon, qu'on n'utilisera peut-être pas, hein, mais c'est au cas où on n'a personne pendant quelques mois, il faut qu'on ait un agent pour s'occuper de la communication qu'on voit, on l'a vu hier soir à la réunion, hein, qui est très importante au niveau de toute la population. Voilà. Donc est-ce qu'il y a des questions, Voilà. Bon. Considérant que la présence d'un chargé de communication est nécessaire pour assurer la continuité des services au pôle moyens ressources, considérant l'avis du bureau municipal, il est proposé au conseil municipal de créer un emploi non permanent pour un accroissement temporaire d'activité à temps complet à compter du 1er décembre 2024 au 30 juin 2025 au pôle moyens ressources, chargé de communication. De fixer la rémunération sur la base de la grille indiciaire relevant du cadre d'emploi des rédacteurs ou du cadre d'emploi des adjoints administratifs. De préciser qu'un régime indemnitaire pourrait être attribué dans la limite des crédits de référence inhérents à la délibération relative au RIF 7. De dire que les crédits nécessaires sont prévus au budget 2024 et 2025 et de m'autoriser à signer tous les documents afférents à ce recrutement. Pour cette cette délibération avec cette offre de 6 mois, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? Merci, unanimité. Je continue. Donc, urbanisme, affaires foncières. Donc, vous avez reçu le compte-rendu de la commission urbanisme du 13 novembre. Donc, dans la commission urbanisme, on a passé beaucoup de temps sur le lancement de la modification du PLU. Hein, donc, une révision allégée. Donc, on a balayé avec le cabinet qui nous suivra de tous les points sur cette révision qui a pris une grosse partie de la commission. Et après, on a vu quelques dossiers, mais la plus grosse partie, c'était la modification du PLU. Donc, est-ce qu'il y a des questions sur le compte-rendu? Sinon, je vais passer à la délibération, enfin aux délibérations. Première délibération, l'approbation de la modification de la convention type des rétrocessions des voiries privées. On avait pris une délibération sur les conventions de rétrocession. Et donc, Théo 44, qui s'occupe des réseaux souples, enfin réseaux souples, tout ce qui est télécom, nous a demandé de rajouter dans la convention de rétrocession, de rajouter les infrastructures de communication électronique pour les rétrocessions à la commune. Voilà. Donc il y a ce terme-là qui va être ajouté dans la convention de rétrocession des lotissements. Donc, vu la délibération du 5 avril 2024 actant le transfert de la compétence infrastructure de communication électronique, donc les ICE, à TE44, vu le projet de modification de la convention type de rétrocession des voiries privées et ses conditions financières, considérant que les lotissements rétrocédés doivent être intégrés au patrimoine communal pour en permettre la gestion et la maintenance par TE44, il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention type modifiée de rétrocession des voiries privées, réseaux et espaces communs et ses modalités financières. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci, unanimité. Incorporation d'un bien sans maître au domaine communal. Si vous regardez sur les écrans, vous avez une petite parcelle 87 qui est dans un jardin privé, hein, dans un jardin privé entouré d'un mur de clôture, etc., mais qui n'appartient pas au propriétaire de la maison. Et donc, pour régulariser la situation, comme le propriétaire de la maison n'existe plus, comme le propriétaire de la parcelle au niveau indivision, ils n'ont pas réussi à retrouver, ça date de 1880 et quelque chose comme ça, ils n'ont pas réussi à retrouver le petit propriétaire de la parcelle. Donc, premièrement, doit passer dans le domaine public,
ça doit passer dans le domaine public et ensuite on pourra leur vendre. Ça ne peut pas passer directement de la parcelle 87 au privé. Il faut que ça passe dans le domaine public et on va pouvoir revendre pour qu'ils régularisent la situation. Donc c'est dans le jardin, devant la maison. Voilà. C'était une indivision avec. Il y avait une espèce de. Sur le plan, c'était une espèce de four qui était là et qui servait à tout le monde et qui n'existe plus maintenant, depuis pas mal. Et donc c'est passé d'abord en commission communale des impôts directs le 21 mars 2024. Donc vu l'avis de la commission communale des impôts directs du 21 mars 2024, vu l'arrêté municipal constatant la vacance d'un immeuble affiché en mairie du 10/4/2024 au 16/10/2024, donc il y a 6 mois d'affichage obligatoire, il est proposé au conseil municipal d'incorporer la parcelle ZE 87 dans le domaine communal et de m'autoriser à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à la publication de cette incorporation au fichier immobilier. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Des abstentions? Des votes contre? Merci, unanimité. Donc ça, juste, ils se sont aperçus de ça quand ils ont voulu faire un ravalement de façade. Donc ils sont venus en mairie pour faire un ravalement de façade, il faut les plans cadastraux, etc. Et donc ils se sont aperçus, et ça n'a pas été au niveau du notaire, que ça ne leur appartenait pas devant chez eux. Voilà. Donc, acquisition de parcelles rue des Bleaux. Donc on continue rue des Bleaux, petit à petit ça avance. C'est les trottoirs, hein, si c'est des parcelles privées mais qui sont sur le trottoir de rue des Bleaux. Donc là c'est la parcelle 1208 et 1210 de monsieur la maison qui est juste au-dessus, monsieur Herzog. Voilà. Donc il a accepté, petit à petit ça se fait, hein, voilà, ça se vend. Donc il a accepté de l'offre, enfin lui ça lui enlever un petit peu de surface au niveau de sa taxe foncière et puis nous ça régularise pour la mairie. Donc vu le bornage établi par le cabinet des géomètres experts à Rondelles en date du 17 avril 2023, vu de la commission urbanisme et affaires foncières du 20 septembre 2023, vu la promesse de vente de monsieur Herzog en date du 9/10/2024, considérant l'intérêt pour la commune d'effectuer une régularisation du tracé de la voie communale numéro 14 à l'alignement de la propriété de M. Herzog Bertrand, il est proposé au conseil municipal de faire l'acquisition et d'intégrer dans le domaine public communal les parcelles AX 1208 et AX 1210 d'une constante de 119 m² et 6 m², propriété de M. Herzog Bertrand, de fixer le prix d'acquisition à 9 € du mètre carré, soit un montant global de 1125 €, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice en cours, de préciser que l'acte sera établi par l'étude notaire et conseil et Ancenis-Saint-Géréon et que les frais d'acte sont à la charge de la commune, et de m'autoriser à faire toutes les démarches nécessaires pour aboutir à l'acquisition des dites parcelles. Il doit rester une parcelle, je pense encore, mais celle-ci, c'est plus compliqué à acquérir, je crois. Voilà. Est-ce qu'il y a d'abord des questions, des abstentions, des votes contre? Merci, unanimité. Et donc, dernière chose, on doit donc approuver le rapport local de suivi de l'artificialisation des sols de la période 2011 à 2021. Donc, Caroline, notre chargée urbanisme, a fait un rapport sur tout ce qui avait été consommé de 2011 à 2021 sur la commune de Doncques, qui vous a été envoyé. Donc en gros, pourquoi ce bilan est important? Parce que ce qui a été consommé entre 2011 et 2021 servira de base de calcul sur ce qu'on devra consommer dans les 10 ans futurs. Donc ce qui a été consommé là, on a le droit à 50% dans les 10 ans futurs, et après les 10 ans, c'est 0%. Enfin, on n'a plus le droit, en gros, d'artificier des nouveaux terrains. Donc voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir ce document qui était obligatoire pour toutes les communes, avec l'aide de la Compa, et puis il y avait un autre organisme, je ne sais plus lequel, qui était au niveau de l'État. Voilà. Donc vous avez, voilà. Donc ce qui est le rappel, c'est le rappel du calendrier. Hein, donc les 10 ans de bilan. Ensuite, notre prochaine décennie jusqu'à 2031, qu'on a commencé avec 50%, et après donc 0%. Tranquillement jusqu'à... Enfin, c'est 2050 hein, l'objectif. Mais est-ce que vous avez des questions sur ce rapport qui était assez complet? Oui, Marion? Oui, moi j'ai malheureusement pas eu le temps de le lire. Est-ce qu'on peut avoir un résumé justement rapide là, de savoir justement où on en est et si les 50% ça vous paraît raisonnable, faisable, enfin je sais pas. Ah bah de toute façon c'est l'obligation.
Mais Alors, est-ce que, enfin, c'est pareil, c'est qui- 50%. Est-ce qu'on peut déjà aussi faire moins que ces 50%? Enfin, Alors, comment- moins de ces 50%, ça va être difficile parce qu'on était, enfin, le problème de cette loi, c'est que les mauvais élèves, ils ont le droit à encore plus de surface que les bons élèves. Donc, comme on était dans les bons, on n'a pas trop urbanisé, on a le droit à pas grand-chose. Alors que ceux qui ont urbanisé, il y a certaines communes dans le rapport, qui ont urbanisé beaucoup, ils ont le droit à 50% de ce qu'ils ont consommé. C'était un peu ça au niveau de la loi, c'est voilà. Mais on était à 8 quelque chose et on a de mémoire et on a à 50% 8,4 hectares, je crois. Et on va être à 4,2 donc sur les 10 ans futurs. Par rapport à ce qu'on a de disponible au niveau du PLU, on est à peine à ça. Voilà. Donc de toute façon, hein, donc on va pas dépasser ça dans les 10 ans. Mais tu pourras le relire tranquillement si tu veux. Voilà. Donc est-ce qu'il y a d'autres remarques? Sinon c'est juste approuvé. Donc là c'est on approuve. Il n'y a pas de vote. On approuve. Donc voilà. Donc il est proposé d'approuver. Je vais quand même dire à la fin. Voilà. Considérant que le premier rapport local de suivi de l'artificialisation des sols doit faire l'objet d'une délibération, considérant que ce premier rapport servira de base pour suivre la consommation foncière, ouais c'est ça, 8,4 et donc 4,2 pour les 10 prochaines années. Que ce premier rapport servira de base pour suivre la consommation foncière du territoire communal et notamment la réduction progressive des surfaces artificialisées. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver le rapport de local de suivi d'artificialisation des sols, annexé à la présente, de m'autoriser à signer toutes les pièces consécutives à l'exécution de la présente délibération, à transmettre dans les 15 jours, suivant sa publication, ce rapport au préfet de région, du département, au président du conseil régional et au président de la Compa. Comment ? Oui, mais c'est mis président. Voilà. Oui. Donc, qui approuve ce rapport, on va dire ? On va changer là. Ok. Ah, qui approuve ? Ouais, là, on ne peut pas dire qui est contre. Donc, merci, unanimité. Enfance, éducation. Oui. Oui, pour les pouvoirs, ouais. Donc je vais continuer pour l'enfance éducation parce qu'il y a. Donc déjà il y a le compte rendu de la commission. Hop, compte rendu de la commission, donc une partie sur les budgets, une grosse partie sur les budgets, et puis une partie aussi voilà, qui risque de changer, enfin des choses comme au niveau des écoles, c'est l'étude du passage à 4 jours d'école par semaine à l'école Jules Verne. Donc il y a eu un rendez-vous qui s'est tenu avec les transports scolaires de la Compa, enfin, et de la région, enfin surtout les régions parce que la Compa est deuxième organisateur, pour voir si c'était possible d'avoir un passage de car plutôt le soir. Donc pour avoir un 4 jours, il faut que la pause méridienne soit réduite à 1h30, mais 1h30, nous on pourra réduire qu'à 1h40. Et 1h40 pour la région, ce sera possible pour les transports scolaires, à condition qu'il n'y ait pas de petits grains de sable dans les arrêts et dans les sorties des enfants aux écoles, parce que c'est au cordeau et puis ça passe, mais ça passe limite. Donc ça permettrait, et pareil, le temps du midi, faut que ça doit tourner. Donc vous avez vu aussi peut-être avec de l'achat de matériel supplémentaire pour que ça puisse passer plus facilement, du marquage au sol aussi pour les enfants pour éviter voilà, mais ça doit être possible. Donc maintenant, la démarche à suivre, c'est sondage dans les écoles par les parents, enfin pour les parents d'élèves, vote en conseil d'école en janvier, vote en conseil d'école, et après derrière, vote en conseil municipal, et après ça va à l'inspection d'académie pour voir si c'est pour la mise en place septembre 2025, voilà. Donc est-ce qu'il y a des... Oui, Marion. Juste une remarque parce que effectivement là il y a l'étude qui a été faite pour réduire le temps, donc c'est 1h40, ça peut pas être réduit. Effectivement, enfin on voit bien dans le compte rendu que c'est au millimètre près, et dans un autre compte rendu de la pause méridienne, on voit que le temps de 2 heures actuellement méridien, c'est déjà un temps qui est hyper intense pour les agents et les enfants. Donc moi ça me questionne là sur voilà, le bien-être des enfants, et il faut vraiment qu'on ait ça à l'esprit aussi quand on votera.
Alors, les services ont travaillé pour revoir si c'était possible. Il y a une nouvelle organisation qui permet de ne surtout pas, parce que le but c'était pas ça, surtout pas de réduire le temps des enfants au restaurant scolaire au niveau du repas, mais en fonction des rotations et des arrivées, ils arrivent à maintenir le temps de repas, mais en passant sur 1h40. Voilà. Mais on ne réduit pas le temps du repas. Il n'y en a pas le midi? Non, il n'y en a pas. Alors le midi. si, il y en a le midi. Il y a des associations qui interviennent notamment à l'école Jules Verne. Il y a Lire et faire lire sur le temps méridien. Il y a des APC, les maîtresses là, qui prennent les élèves pour rattraper. Donc il y a des choses qui s'y passent sur ce temps méridien là. Alors, moi, quand je parlais d'animation, c'est municipal. Au niveau animation, municipal, il n'y a pas de... Parce qu'il y a certaines communes qui ont mis des TAP du midi. Nous, on n'avait pas de TAP le midi, c'était que le soir. Mais oui, il y a des choses, mais ça... Il y a des possibilités aussi le soir derrière. Ouais. Après le... Et c'est là un risque d'accident. Oui, bah après, si on ne réduit pas le temps du restaurant et qu'on passe de 2h à 1h40, il y a automatiquement 20 minutes en moins sur la cour pour les enfants. Qui est peut-être pas un mal pour que les enfants soient plus calmes au niveau de l'après-midi. J'avais envie de réagir là, par rapport à la prise en charge des enfants sur le temps du midi par les enseignants. Elles se sont certainement organisées, c'est sur leur demande, qu'il y a le passage de la semaine à 4 jours. Donc elles ont certainement anticipé la réflexion, j'imagine. Oui, j'imagine. Après, c'est vrai que c'est une demande de confort des enseignantes et que je comprends effectivement cette demande de passage à 4 jours. Je suis pas sûre que ce soit un confort pour tous les enfants, dont ceux qui seront quand même obligés de se lever le mercredi matin pour aller à la garderie. Après, il y a différentes écoles qui ont déjà expérimenté il y a plusieurs années et apparemment les enfants sont quand même moins fatigués en fin de période que sur une semaine à 4 jours et demi. C'est différent. Après, ça va dépendre aussi de la gestion du rythme des enfants par les familles. Et aussi des âges des enfants. Mais après, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres remarques sur ce compte-rendu? Si on va passer à la délibération. Alors, il y avait aussi le comité consultatif pause méridienne. Voilà, donc... Mais là, il n'y a que Céline, parce qu'autrement... Non, tu y étais au comité consultatif pause méridienne? Est-ce qu'il y a des... Bon, rien de plus sur le... Non. Ok. Donc, sur le PEDT, donc la convention, donc la commune d'Oudon a signé en 2022 son PEDT pour une période de 3 ans, 2022-2024. Celui-ci étant arrivé à échéance le 31 août 2024, le PEDT 2024-2027 a été déposé et a reçu l'approbation de la CAF et du Conseil départemental de Loire-Atlantique. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'avis de la CAF et du Conseil départemental de Loire-Atlantique, considérant l'avis du groupe de travail du 8 octobre 2024, il est proposé au Conseil municipal de m'autoriser à signer la convention et tout document relatif à ce nouveau PEDT. Est-ce qu'il y a des abstentions, des votes contre? Merci. Unanimité. Vie locale et citoyenne, Noël. Donc, une commission qui a eu lieu le 13 novembre. Donc, vous avez tous eu le compte-rendu. Donc, la création du 4e bureau électoral est donc bien confirmée par arrêté préfectoral. Donc, maintenant, la commission va retravailler... on va dire la division, le zonage de la commune pour avoir des bureaux à peu près équilibrés, on va dire. Et on va aussi tenir compte des futurs éventuellement lotissements, etc. pour ne pas avoir à changer dans 5-6 ans. Voilà. Il faudra plus de monde pour tenir les bureaux. Ah, il faudra plus de monde pour tenir les bureaux, ou alors on y sera plus longtemps, mais oui, exactement. Juré d'assises, donc on a aussi reçu la liste des personnes qui ont été retenues, donc vous l'avez eu dans le compte-rendu. Un petit point sur notre cimetière, puisque c'est un sujet qui est abordé à chaque commission, un sujet que Laurent aime beaucoup. Voilà.
Donc un gros travail là de reprise. Hein. Si vous avez l'occasion de passer au cimetière, vous verrez pas mal de concessions qui ont été reprises. Et on espère pouvoir en reprendre aussi en 2025 pour améliorer cet espace. Voilà. Organisation, une naissance, un arbre. Et un travail sur les tarifs 2025. Donc il y a une délibération après sur les nouveaux tarifs. Voilà. C'est à peu près tout. Est-ce que vous avez des questions sur ce compte-rendu ? Eh bien, je vous propose de passer à la délibération des tarifs 2025. Donc, considérant l'avis de la commission vie locale et citoyenne du 13 novembre 2024, les membres de la commission proposent de ne pas modifier les tarifs suivants. Photocopie, matériel, cimetière. Alors au cimetière, on va juste ajouter un tarif qu'on n'avait pas les années précédentes. C'est l'achat de concessions avec caveau. Puisque aujourd'hui on engage des reprises, il y a certaines concessions qui peuvent avoir des caveaux en bon état. Donc plutôt que de les détruire systématiquement, on les mettrait plutôt avec on va dire un tarif moins important, mais voilà, les familles pourraient disposer d'une concession avec caveau. Donc ça va être ajouté au tarif 2025. Et sur la location des salles, on a fait le choix de mettre 3% d'augmentation à la location. Bon, c'est pas grand-chose, mais voilà, on voit bien que le coût d'énergie, etc., augmente. Et puis, on n'avait pas changé ces tarifs depuis le début du mandat. On les avait maintenus depuis 2020. Voilà. Donc, il est proposé au conseil municipal de voter les tarifs à compter du 1er janvier 2025 tels que présentés ci-dessus et de charger monsieur le maire de faire tout ce qui est nécessaire en ce sens. Est-ce que vous avez des questions ? Donc, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Vote à l'unanimité. Merci Noël. Anthony, voirie. Bonjour à tous. Donc du coup, je ne sais pas si le compte rendu c'est après, c'est maintenant, c'est maintenant. Donc, je sais pas, est-ce que vous avez des questions sur le compte rendu ? Non, c'est très bien. Du coup, on a une délibération à passer, puisqu'on s'est arrangé avec la commune de Couffet. On est mitoyen à 3 niveaux, au niveau de la Lorie, au niveau du pont de l'autoroute, là, la Lande, et au niveau de la Gruésière. Et pour éviter que nos agents aillent à un endroit et que les agents de Couffet aillent au même endroit, on s'est arrangé on a délimité les voies pour que nous, on puisse intervenir sur la Gruésière. Eux vont intervenir sur la Lorie et la Lande, ce qui permettra à tout le monde de faire des économies. Donc voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ? Eh ben, on va passer au vote. Donc pour remédier... je dis à partir d'où, moi ? Pour remédier à cela, les deux communes ont décidé de passer une convention d'entretien définissant clairement les rôles de chaque partie. Cette convention est reconduite tacitement chaque année. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la convention entre les communes de Couffet et Houdon et d'autoriser monsieur le maire à signer ladite convention. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Vote à l'unanimité. Est-ce que je parle du clapet ou on en parle en fin de réunion ? Donc hier, on a eu une réunion pour pas pour le clapet, mais pour la passerelle avec étaient présents établissement public Loire, la Compa, la DDTM. Donc pour essayer de remettre la passerelle, on va dire en route, quoi. Et donc on a appris qu'on pouvait le faire. On a une étude à faire sur le risque d'inondation et comment on doit reconstruire. Apparemment, la bonne nouvelle, c'est qu'on va pouvoir le faire. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on risque d'avoir un peu de délai, quoi, puisqu'on a une étude et ça risque de demander 4 mois d'études à la DDTM, quoi. Parce que c'est classé comme digue ? Ouais.
Donc voilà. Et, sur les financements, Alors sur les financements, ce qu'on peut regretter, c'est que la compa, il n'y avait pas d'élus. Donc je pense que le seul moyen de financement qu'on pourrait avoir, c'est la compa. Alors il y a on a fait vas-y Alexandra, parce que donc l'État a mis en place une dotation pour les collectivités en cas de catastrophe naturelle sur les biens qu'on ne peut pas assurer. Donc la passerelle, c'est un bien qu'on ne peut pas assurer. Donc là, il y a un fonds à déposer avant le 18 décembre. Donc on est prêt. Donc on va le déposer. Voilà. Merci Anthony. Interco, alors il y aura Interco plus tard. Là, c'est une délibération pour la modification des statuts pour la CTG. Depuis quelque temps, on a parlé de la CTG, de ce que ça pouvait apporter. Donc CTG, la Convention territoriale globale. Voilà, c'est une retenue. Donc c'est, en fin de compte, la CAF souhaite avoir un seul interlocuteur. La Compa ne souhaite plus avoir 20 interlocuteurs, les 20 communes. Et donc, avec un interlocuteur, et donc la Compa, et après, il y a les aides CAF n'augmenteront pas, mais vont être dispatchées différemment. Et l'avantage de la CTG, par exemple, pour la commune de Dons, c'est qu'on a récupéré 10 000. Non, 10 000 euros, qui étaient avant attribués à d'autres communes qui avaient eu la chance d'avoir plus d'aide sur ces postes-là. Nous, on est arrivé après, il n'y avait pas d'aide. Donc là, ça a été redistribué. Donc le montant global reste le même, mais on aura nos 10 000 euros d'aide. Et donc, par contre, il faut modifier les statuts de la communauté de communes sur l'animation et d'intérêt communautaire, le suivi et l'animation de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale. Voilà. Donc la CTG passera au conseil prochain. Oui, la convention, là, c'est pour modifier les statuts, et la CTG, on l'aura en conseil aussi municipal pour avoir aussi la convention globale. Donc les conseils municipaux des communes membres doivent se prononcer sur cette modification des statuts. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu l'arrêté préfectoral du 16 décembre 1999 autorisant la transformation du district du Pays d'Anceny en communauté de communes du Pays d'Anceny et approuvant les statuts de la communauté de communes du Pays d'Anceny, vu les arrêtés préfectoraux complétant et modifiant les statuts de la communauté de communes du Pays d'Anceny, vu la délibération du Conseil communautaire de la communauté de communes du Pays d'Anceny du 10 octobre 2023 approuvant la modification des statuts de la communauté de communes du Pays d'Anceny, il est proposé au Conseil municipal d'approuver la modification suivante des statuts de la communauté de communes du Pays d'Anceny par la création d'un article 17 ainsi rédigé, 17 enfance-jeunesse, et d'intérêt communautaire, le suivi et l'animation de la convention territoriale globale avec la caisse d'allocation familiale. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Xavier? Est-ce que la CAF a quand même apporté un éclaircissement sur le fait qu'on a quand même un paradoxe assez fort, qui est qu'on a une collectivité territoriale qui n'a pas de compétences enfance et qui signe des contrats avec la CAF? Alors, non, après, non. Je sais que c'est partout pareil, mais la Compa n'a pas la compétence enfance. Alors, ils auront la compétence d'animation de la CTG. Voilà, parce que le risque, si on ne passait pas cette convention, on n'approuvait pas, la CAF arrêter les financements avec toutes les communes. Et donc, en fin de compte, c'est soit on accepte cette animation, ou soit, et ça peut mettre en péril un paquet de structures, si on n'a plus d'aide de la CAF. Voilà, donc... Non, c'est un paradoxe, mais c'est le cas un peu partout. Oui, CAF, je sais que c'est partout, ouais. Et je soulevais ce paradoxe quand même assez surprenant de la CAF. Et effectivement, il y avait la menace derrière de ne plus avoir de finances. Mais il y a quand même un paradoxe assez fort qui est que c'est une collectivité qui n'a pas de compétences qui va signer. Oui. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci, unanimité. Franck, bâtiment. Alors, commission bâtiment, donc les travaux commencent au niveau du préau. Donc il y a eu le désamiantage de fait sur la partie qui était amiantée. Donc ça, c'est terminé. Et la démolition va se faire à partir de la semaine prochaine. Les pelleteuses sont au pied du bâtiment. Donc voilà, ça ne devrait pas tarder.
Sinon, dans cette commission-là, on a comment dire, regardé le sujet qui va nous occuper un petit moment dans les prochaines années. Là, ça va être les travaux de rénovation énergétique du groupe scolaire Jules Verne. Donc, on a, comme vous le savez, fait appel à un économiste pour avoir une idée de coût de travaux, de coût de cette opération-là. Donc, on a débattu là-dessus. Donc, je veux bien donc, vous voyez, les prix quand même sont quand même assez conséquents puisque on a un coût de travaux de d'1,2 million. Alors, ce qui fait 1,2 million, 1,3 million. Ce qui fait une opération à peu près à 2 millions. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on mette dans notre pluriannuel d'investissement. Donc vous voyez, là, on a brossé tous les travaux, tous les postes. Donc vous avez notamment, bien sûr, les travaux énergétiques, mais il y a aussi les travaux d'accessibilité qui vont avec, puisque comme on va déposer un permis là-dessus, il faut bien sûr qu'on se mette aux normes. Donc voilà, on a quand même 150 000 euros de travaux purs et durs d'accessibilité. Donc voilà, donc c'est un travail. Maintenant qu'on a le coût global, ça va être de travailler avec la commission finances pour voir le pluriannuel. Une fois qu'on va être OK là-dessus, on va faire appel à un travail d'architecte là-dessus. Donc voilà, il y aura une mission d'architecte. Et après, on travaillera ensemble pour programmer dans le temps tous ces travaux-là, puisqu'il y aura une partie des travaux, bien sûr, pendant les vacances scolaires, mais pas que, puisque voilà, c'est quand même un gros chantier. Donc il y aura des travaux en site occupé, avec notamment, pourquoi pas, des classes, entre guillemets, peut-être en modulaire, en attendant, il y aura des déménagements de classes pendant ces travaux-là. Donc c'est un gros chantier qu'il va falloir qu'on travaille avec l'architecte qui sera missionné sur cette... juste pour information par rapport à ce coût de travaux, on a Alexandra a fait des dossiers de subvention, donc on aura 187 200 euros de fonds de concours au niveau de la compa, et on aura un fonds vert normalement de 355 000 euros à peu près, donc ça fait 541 000 euros. Donc, si on fait un budget, une opération à 2 millions d'euros, on aura à peu près 27% là-dessus de subventions. Voilà. Après, si tu comptes que les travaux, parce que sur les travaux, on a réussi quand même des taux de subvention assez intéressants. Bon, il y en a peut-être d'autres, mais c'est assez rare d'avoir ce montant de subvention pour des... Voilà. Donc, il faut en profiter. Ce ne sera peut-être plus le cas dans les années à venir. Là, c'est sûr. Donc maintenant, je pense qu'avec la commission de Bertrand, il va falloir qu'on travaille là-dessus sur le pluriannuel et puis voir ce qu'on peut mettre tout. Enfin bon, voilà. Donc travail à suivre là-dessus. Sinon, il y avait. Alors vous voyez, je vous ai mis dans les camemberts là par rapport aux dépenses, aux travaux, aux coûts de travaux. Donc on voit les postes plus ou moins importants, mais voilà, ça donne une idée des travaux. Voilà. Et puis bien sûr pour l'accessibilité, vous voyez, le gros coût c'est un ascenseur. On peut pas y couper. Il faut un ascenseur pour mettre l'accessibilité aux normes dans l'école Jules Verne. Donc voilà, tout ça, ça va être à discuter avec l'architecte qui sera retenu au moment venu. Même s'il y a un accès aux deux niveaux, il faut un ascenseur pour passer de... Voilà. Oui, j'avais une question. Est-ce qu'il est possible de mettre en regard, parce que le montant il fait peur effectivement, mais est-ce qu'on peut mettre en regard les économies qui seront faites à moyen terme et puis à long terme en regard pour voir si ça peut comprendre? Oui, tout à fait. De toute façon, on a un retour sur investissement qui a été fait par rapport alors j'ai plus ça en tête, mais ça a été diffusé déjà. Mais un dernier conseil. Donc on a les retours sur investissement.
Bon, voilà, c'est des idées de retour sur investissement. Je les ai plus en tête, mais bon, bien sûr, dans le temps, on gagne. Alors, et puis on a aussi l'obligation de mettre aux normes ces bâtiments-là, puisque c'est des bâtiments des surfaces très importantes. Et en fin de compte, il faut qu'on se mette aux normes pour être dans les clous par rapport aux consommations d'énergie futures. Je crois que c'est 2030, à partir de 2030, je crois. Ouais, alors le rapport sera complété, il sera joint. Voilà. Nathalie. Vous parlez d'ascenseur, mais pourquoi on ne mettrait pas plutôt une classe dédiée s'il y a un enfant handicapé? Alors, il peut y avoir enfant, mais pas que. Il peut aussi y avoir un enseignant. Voilà. Justement, pourquoi, au mieux de mettre un ascenseur avec des coûts d'entretien et de ça, avec une classe qui est déjà au rez-de-chaussée et qui peut être adaptée en PMR? Alors, on est bien d'accord s'il y a qu'un élève qui est concerné, mais il peut y en avoir plusieurs dans des classes différentes. Et puis même ça, au niveau des services de l'État, ça marche pas, quoi. Non. Ça marche pas. Tu n'auras jamais le droit d'ouvrir, même si ça peut paraître logique, ça peut paraître des économies, parce que les 150 000, c'est quasiment que l'ascenseur. Hein. Et même si ça peut paraître logique, ça ne marchera jamais. Il faut que ce soit accessible, il y ait l'ascenseur. Point. Sinon, j'aurais pas l'arrêté d'ouverture, j'aurais pas le droit de signer pour ouvrir l'école. Voilà. Et puis en plus, on n'aura pas le droit aux subventions. J'avais une autre petite question, s'il te plaît, Franck. Tu as parlé de phasage. Est-ce que le phasage, c'est plutôt un phasage lot par lot, ou est-ce que ça peut être un phasage aussi géographique pour dire on fait une partie d'un coin puis on progresse chaque année? Alors ce sera bien sûr lot par lot pour certains travaux. Après, tout ça va être un travail à faire avec l'architecte. Donc, les cabinets nous ont dit qu'il fallait travailler d'abord sur l'enveloppe, sur l'isolation du bâtiment, avant de travailler sur le mode de chauffage. Voilà, donc il y a des gros principes de rénovation qui nous ont été donnés, mais par contre tout ça va être un travail avec l'architecte et la commission. Sinon, donc là on est sur le... Non, j'avais une demande par rapport au chantier du Préau. Là, il y a eu beaucoup d'anxiété, de questionnement chez les parents face au chantier amiante. Donc, est-ce qu'il serait possible de mieux communiquer en amont les travaux et de rassurer les gens? Parce que c'est vrai qu'on entend amiante, on a tous peur, surtout quand ça expose aussi des enfants, etc. Donc, est-ce qu'on peut faire cet effort-là de communiquer aux familles bien en amont le fait que ce soit sécurisé et les mesures qui sont mises en place pour justement le bien-être de tous? On imagine que vous avez bien fait les choses en responsabilité, mais ça gêne, le fait de ne pas avoir énormément communiqué a généré de l'angoisse. Alors je te coupe un petit peu, Marion, pour te dire que la communication a été parfaitement faite par les services. C'est quelque chose qui a été fait en amont. Les institutrices, la directrice a été bien informée, les parents d'élèves ont été bien informés. Il y a eu 1 voire 2 courriers de personnes, mais qui n'ont pas dû regarder les informations en temps réel, puisque tout a été bien fait. Et tu as raison de dire qu'on a bien fait le travail, parce qu'on est quand même suivi par des organismes qui regardent les travaux à faire. En plus, le désamiantage de ce chantier, c'était uniquement d'enlever des tôles ondulées sur une partie du bâtiment, des bâtiments annexes. Donc, il y avait, entre guillemets, aucun risque. Ça s'est fait en un après-midi, même pas. Toute la partie amiantée. Et l'information a bien été donnée en temps voulu aux institutrices, et on fait normalement le travail de relais au niveau des parents d'élèves. Ça, j'en suis sûr, puisqu'on a demandé... En plus, c'est les services qui ont reçu les courriers et les coups de téléphone de parents inquiets, et voilà, ça a été répondu. Il y a eu un flou sur les dates d'intervention, en fait. Donc il y a des parents qui avaient choisi de ne pas mettre leurs enfants à l'école les lundis, mardis, etc., les jours où le désamiantage devait avoir lieu, qui a finalement eu lieu a priori le mercredi après-midi. Voilà, donc
on est habitué d'avoir des fois des décalages au niveau de travaux. Les entreprises, voilà, elles ont des plannings. Il y a eu des intempéries. C'est vrai que c'est pas écrit dans le marbre que ça va commencer un lundi ou voilà. Mais c'est comme ça. Il faut s'habituer à ça avec les entreprises. Mais en tout état de cause, au niveau sécurité, tout a été bien fait. Je suis d'accord avec toi, Franck, sur la sécurité. Les parents inquiets seront toujours inquiets, mais en fait, ça te semble simple pour toi que un toit de tôle, c'est facile à faire et tout. Moi, je le sais, je viens d'acheter une maison comme ça, mais c'est pas le cas pour tout le monde en fait. Et les procès d'amiante et tout ce qu'il y a eu autour, enfin, les gens, ils peuvent être quand même inquiets. Et juste de faire une information sur ce qui avait été enlevé et ce qui est à enlever, et puis comment ça va être fait. Ça mange pas de pain et ça rassure les gens qui n'ont pas les connaissances en urbanisme en fait. Après, je voudrais intervenir parce que moi j'ai assisté, alors je n'étais pas du tout dans ce dossier-là, mais j'ai assisté puisque j'étais à faire mon point avec Sébastien, où il y a un papa qui a téléphoné. Et ce qui me semble dérangeant dans la communication, c'est que comme l'entreprise n'était pas intervenue le lundi, le papa a appelé l'entreprise. Et ça a créé un peu il s'est dit non, l'entreprise va plus venir, et donc du coup il a rappelé donc le responsable des services techniques. Donc du coup il y a eu confusion. Je pense qu'après est-ce qu'il y a eu une émulsion derrière, je ne sais pas. Mais la problématique quand c'est comme ça, c'est que quand on commence à avoir plusieurs interlocuteurs, je pense qu'alors je conçois que le papa, enfin que les familles peuvent être inquiètes. Hein, on a des enfants, donc je conçois totalement. Et la problématique quand c'est comme ça, c'est qu'il vaut mieux appeler la mairie que d'appeler l'entreprise, que du coup il y a eu confusion et je pense qu'il y a peut-être eu une prise de panique. Alors et au final on se voit que ça a été fait le mercredi après-midi. Je pense que c'était le meilleur jour où ça pouvait se faire quoi. Tout à fait, mais du coup, c'est vrai que les parents n'étaient pas au courant et pensaient que ce serait le lundi, mardi. Donc voilà, c'est juste pour les chantiers futurs de bien rassurer bien en amont et de bien le marteler que. Ouais. Après, j'étais pas au conseil d'école, mais j'ai vu le compte rendu. Ça a été dit aussi au conseil d'école quand même. Ça a été dit au conseil d'école. Les sociétés, quand on voit les tarifs qu'ils prennent pour le deuxième montage, voilà, ils mettent quand même normalement tout ce qu'il faut autour. Et voilà, mais non, il y a eu après la communication, les instituts avaient communiqué derrière, peut-être que ça a mal suivi, mais non, ça a été dit au conseil d'école, ça a été noté dans le compte rendu du conseil d'école et en plus aux directrices, institutrices. Après, on peut toujours faire mieux en communication, pour ça qu'il faut bien recruter un agent, faut pas, voilà. Je veux juste un petit peu réagir. Moi, j'ai vu Audrey. Justement, on a parlé de ces travaux là qui avaient eu lieu, et elle m'a dit que voilà, l'information était passée près des familles, que tout s'était bien passé, et que bon, il y a eu très peu de réactions par rapport à ou des personnes qui n'avaient pas lu les infos. Bon, mais apparemment, le personnel enseignant a dû faire son travail, sauf. Non, mais il y a bien eu un message via la messagerie iPrimo, là, il n'y a pas de souci, mais je suis pas sûre que c'était assez rassurant pour certains parents, en fait. Donc voilà. Après, Audrey n'a sûrement pas eu tous les retours non plus de parents. C'est bon. Bon, donc, oui. Moi, j'ai parlé d'un autre sujet, enfin du même sujet, mais qui m'interpelle, c'est que quand je vois l'arrêt de l'artificialisation des sols, plus les coûts des bâtiments, il serait peut-être vraiment temps, même de remonter, même Monsieur le maire, de remonter aux autres maires pour remonter encore plus haut. Il faut qu'on puisse mutualiser ce bâtiment-là. Moi, sincèrement, quand on voit le prix, typiquement, moi souvent je pense au périscolaire, par exemple, de l'école, ouais. Au périscolaire, qui utilise un bâtiment, alors que ce bâtiment-là, il va être chauffé et bien isolé. C'est un peu ballot d'avoir un autre bâtiment qu'on va devoir chauffer spécialement pour eux, sachant que peut-être que alors on pourra, justement, je sais qu'il y a mais en fait, voilà, les économies, il faut les faire partout, et typiquement, faire un bâtiment en moins, c'est une énorme économie quand on voit ça. Donc, et je pense qu'il va falloir changer de façon de penser et se dire oui, il faut mutualiser, il faut peut-être avoir des armoires, des machins, enfin tout ce qu'on veut, toutes les possibilités, et voir les freins, essayer de les contourner pour pouvoir le faire.
Donc voilà, c'était un petit message. Non, mais tu l'as déjà plusieurs fois dit et c'est toujours compliqué. On avait essayé un petit peu, mais bon, après, les mentalités peuvent évoluer. Je suis d'accord avec toi. Oui, parce que ça a été forcé un peu. Ça a été fait pour la mutualisation. Mais moi, je suis dans l'éducation, donc c'est pas facile de faire évoluer dans l'éducation. Non, je disais, ça a été. On a tenté des négociations pour la salle de l'amicale, donc. Mais justement, sur la salle de l'amicale, il y avait un problème, peut-être pas juridique, mais en fait. De loi. Donc du coup, typiquement, c'est ce que je disais, c'est qu'il faudrait commencer par en haut et se dire, bon ben voilà, tous les freins dans ce genre-là, ou se dire, à ce moment-là, c'est pas ce qui doit être privatisé, c'est pas obligatoirement toute la pièce, mais il doit y avoir un endroit où on peut mettre les documents sensibles, ou des choses comme ça, et donc changer tout ça pour qu'on puisse arriver à nos fins sur ces sujets. Parce que de toute façon, on va devoir arrêter de construire, il va falloir faire quelque chose. Hein. Franck ? Oui, non, mais... C'est bien d'échanger sur les aspects bâtiments, il n'y a pas de souci. Oui, donc autrement, il va y avoir un chantier qu'on travaille dessus. Là, c'est sur les toilettes au niveau de la place du port. Donc, il y a des toilettes qui vont être rénovées, non seulement rénovées, mais elles vont être automatiques comme celles qu'on a mis dans d'autres endroits. Donc, c'est quelque chose qui est en travail pour que ce soit fait pour avril environ. Il y aura des toilettes, automatiques à cet endroit-là. Voilà. Et puis sinon, on a échangé sur le budget à venir. Donc voilà. C'est tout pour la partie bâtiment. Merci. Est-ce que vous avez des questions ? Séverine, communication ? Donc, vous avez pris connaissance évidemment des comptes rendus. Vous avez devant vous les agendas qui vont être donc distribués dans les commerces, qui ne seront plus distribués dans les boîtes aux lettres cette année, et qui, comme on l'avait déjà dit, et qui donc vont être distribués dans les commerces normalement la semaine prochaine par le commercial de la société Offset 5 qui nous imprime ça. Donc les gens iront se servir et ce sera donné aussi dans les colis des aînés. Il y aura un agenda. Donc pour les aînés qui nous écoutent, pas besoin d'aller chercher dans le commerce. Si vous avez plus de 75 ans, ce sera dans votre sac. On a aussi des panneaux d'affichage libre installés parce que le règlement d'affichage va rentrer en vigueur au 1er janvier. Et donc, à partir du 1er janvier, les affichages sauvages, qui étaient déjà interdits, le seront encore plus et normalement plus tolérés. On sera en droit de les enlever dans la mesure où on est conforme à la réglementation en matière d'affichage désormais pour les affichages libres. Et donc ça, et le trimestriel sera distribué normalement c'est 2 au 9 janvier, peut-être un petit peu avant si possible. Et on vous rappelle que les vœux du maire, c'est le 10 janvier à 19h. Est-ce que vous avez des questions ou des observations ? Petite question par rapport au règlement d'affichage. Oui. Il va passer en conseil municipal quand ? Il sera voté quand ? Alors, il n'a pas été voté. En fin de compte, c'est le règlement qui existe depuis 2008. On applique le règlement national de publicité. C'est juste qu'en fait, on l'établit, on l'a mis à jour pour Oudon. On a dit, on a créé les panneaux d'affichage libre. On rappelle que sur les bords de route, les affichages sont interdits. On reprend juste le règlement national de publicité. C'est pas un règlement local de publicité qu'on doit faire valider au terme d'un PLU ou des choses comme ça. C'est vraiment. Et là, normalement, vous avez dû le voir, il était dans les documents qui étaient sur e-collectivité. On est sûr de ne pas dériver à la loi. Je pense qu'on a passé suffisamment de temps dessus pour être vraiment carré là-dessus. Donc, juste le règlement national de publicité, il existe depuis 2008. C'était la préfecture qui devait se charger de le faire respecter, qui ne le faisait pas. Et donc, depuis le 1er janvier 2024, ils ont laissé cette compétence à monsieur le maire. Voilà, donc c'est à moi d'aller enlever les panneaux qui sont sauvages. Si, peut-être Séverine, repréciser ce que tu disais hier soir auprès des associations, qu'en fonction de la taille des communes aussi, c'est pas les mêmes règlements. C'est ça, c'est que pour les agglomérations de moins de 10 000 habitants, on n'a pas les mêmes droits que celles de plus de 10 000. À savoir, par exemple, sur Anceny, vous allez voir des panneaux d'affichage sur les ronds-points et tout, et nous, ça, on peut pas se le permettre. Donc, on est limité quand même là-dessus.
Et voilà. Après, on va faire que appliquer ce qui était décidé depuis 2008 et qu'on se doit vraiment de faire appliquer, parce que sinon, il y a des associations qui repèrent les communes qui sont pas aux normes, surtout depuis que la compétence est arrivée aux maires, aux communes, et qui peuvent donc nous poursuivre en justice et qu'on ait des amendes à verser si on n'est pas conforme au règlement national d'affichage. Donc l'idée, c'est d'être au maximum plus proche de la conformité. On a déjà reçu donc une lettre d'une association avec 400 photos de panneaux qui sont pas conformes. Et donc, s'ils nous emmènent au tribunal, c'est 200 € par jour d'astreinte pour enlever tous ces panneaux. Mais on a dit qu'on travaillait sur le règlement local de publicité, donc ils ont laissé couler pour l'instant. Annie ? Juste pour préciser que les agendas seront aussi disponibles à l'accueil de la mairie, pas que chez les commerçants. Je l'ai dit un peu vite, mais oui, ils seront aussi à l'accueil de la mairie, voilà. Si, j'ai dit, il y a aussi les vœux le 10 janvier à 19h. Merci Séverine. Noël, jeunesse par loisir. Donc, vous avez eu le compte-rendu aussi de cette commission. Donc, on va dire 2 sujets plutôt travaillés qui nous ont pris le plus de temps. Donc, c'est le projet d'éclairage du stade du Chêne. Donc, puisque on avait le responsable pôle aménagement, donc responsable du service technique, qui était présent à la commission pour lui refaire un petit résumé de ce qui était envisagé, et de pouvoir lancer ces travaux. Voilà. Et puis on a beaucoup travaillé surtout sur le budget 2024 avec un bilan vraiment très détaillé de notre agent référent, un gros travail. Donc je profite pour la remercier. Et puis nous avons commencé à travailler le budget 2025 qui est bien détaillé déjà, comme vous avez pu le voir. Et donc on s'est fixé comme objectif pour la prochaine commission, donc en janvier, de s'atteler maintenant à quelques réductions de budget comme on l'a travaillé aussi en commission finance. Voilà. Et puis bilan de la journée sport santé senior, etc. Voilà. Si vous avez des questions, je peux y répondre. Pas de questions ? Eh bien, je continue sur le conseil municipal jeune, je crois, voilà. Pareil, on a fait avec eux un point d'étape budgétaire sur ce qui a été dépensé en 2024. On avait donc préparé le village Halloween et puis un petit rappel sur les élections du nouveau conseil municipal jeune. Ça c'était la réunion d'octobre. Et donc la réunion de novembre, on a pu faire le bilan du village Halloween. Donc un très bon bilan aussi, une bonne participation de nos jeunes élus, ils sont présents. Je vous ai mis une petite photo du pique-nique parce que ça avait été vraiment une demande en fait, parce qu'ils voulaient pas se lever ça nous a fait beaucoup rire quoi. Ils voulaient pas se lever tôt le matin et ils voulaient amener un pique-nique et rester manger sur place, donc on a été contraintes de faire pareil. Voilà. Et puis donc leur projet là qui avance, qui devrait être en place au printemps, au début de l'été. Donc le projet tyrolienne qui sera donc positionné au plan d'eau, puisque lors du village Halloween, on a fait participer tous les enfants qui sont venus à cette journée, et avec un petit système de gommettes, ils avaient le choix entre à côté du City Stade ou au plan d'eau, et le plan d'eau le remporte très largement. Voilà. Et puis quelques photos de la réunion de fin de mandat, puisque c'était la dernière. Les élections ont lieu donc vendredi prochain, et donc on recevra samedi matin les anciens élus et les nouveaux élus pour annoncer le résultat des élections, qui sera sans trop de surprises. Voilà.
Juste, il y en avait 20 au départ, il y a 19. Enfin, quand on voit la présence, c'est des 10 jeunes qui, la plupart sont en 18. Collège, et 18 maintenant, et là, ils sont presque tous présents. Enfin, ils avaient vraiment une super assiduité de ce groupe de jeunes qui était vraiment très bien. Voilà, puis Gilda et Annie, si vous avez à rajouter sur ce groupe et sur ces 2 années de mandat, enfin, moi j'ai trouvé que c'était vraiment un mandat très riche. Après, une vraie différence parce qu'on a aujourd'hui 2 personnes qui encadrent, qui accompagnent toutes les actions, tous les projets. C'est plus simplement porté que par les élus et ça fait une vraie différence. C'est vrai que c'est un coût. Pour la collectivité, ça fait partie des charges qu'on n'avait pas il y a quelques années, mais il y a une vraie différence, quoi. Merci. Séverine, solidarité. Donc les colis de fin d'année sont prêts. Il va être possible de les récupérer. Enfin, je vous propose de venir les chercher soit mercredi prochain après la formation finance. Donc c'est ça, qui dure quoi, 1 heure à peu près ? Ça dépendra de vos questions. Voilà, donc vers 20h à peu près, c'est ça. Ou le 13 décembre, le soir aussi, vers 17h30, 17h45. Enfin, faudra, en fonction, on verra. Parce que on a la distribution des colis de fin d'année aussi à l'EHPAD à 16h30. Donc voilà. Donc vers 17h45, je serai dans les locaux de l'ancienne poste pour vous les donner. On a aussi décidé d'organiser une animation pour la Journée internationale des droits des femmes le 8 mars prochain, avec une animation le matin, un petit déjeuner convivial, une animation avec 2 intervenantes, une petite pièce de théâtre, et l'après-midi avec la bibliothèque. Donc c'est en partenariat avec la bibliothèque, du design sur tote bag. Ils font ça à la Compass. Et donc l'ensemble est gratuit, y compris pour la mairie, avec juste un défraiement à la marge. Et donc on fera ce sera sur réservation. Et donc ce sera sur l'idée de savoir dire non, savoir dire oui, savoir s'affirmer face des fois pour les femmes. Des fois c'est un peu compliqué dans certains domaines. Donc c'est ça. L'animation des aînés le 29 mars prochain. On aura besoin de bras, de serveurs, on fera appel à vous à ce moment-là. Et le prochain Café Village, le 26 avril 2025, à Ferry. Et pareil, n'hésitez pas à noter la date dans votre agenda. Est-ce qu'il y a des questions ? Non, merci. Merci. Bertrand, environnement. Oui, environnement, il y avait plusieurs comptes rendus là aussi en lien avec la commission, mais également donc le comité consultatif le 16 octobre et également le comité d'orientation scientifique et technique là, de notre atlas de la biodiversité communale. Donc c'est ce qui est projeté là. Donc peut-être en premier lieu déjà remercier tout l'ensemble des Oudonnais qui participent à nos instances là, consultatives et de suivi là, de nos actions. Donc voilà, ici, moi je les remercie ici. Et du coup, un petit compte rendu pour vous, pour tout le monde, là, de notre première année de l'Atlas de la biodiversité, parce que ça fait 1 an que ça a commencé finalement. Donc en 2 photos, histoire pour nos petits cerveaux que ça soit plus facile à retenir, mais voilà, parmi toutes les grandes avancées de cette année autour de cet atlas, on est encore sur le volet plutôt acquisition de références et sensibilisation animation. Et ben là aussi, on a eu plus de 2000 observations de la biodiversité sur la commune. C'est relativement conséquent, avec une participation là aussi de la population. Donc c'est ce qu'on appelle la science participative d'ailleurs, avec les 45 observateurs. Et donc 618 espèces ont été repérées, remontées, dont 97 nouvelles espèces qui n'avaient jamais été vues avant sur la commune. Alors c'est des espèces plutôt communes, donc on pense même pas nécessairement
à les répertorier, mais quand même aussi 2 espèces patrimoniales, et c'est celles qui sont en photo là. Donc la rosalie des Alpes qui fait partie des insectes les plus emblématiques, hein. Et puis un cétoine. Alors on a tendance des fois à voir les cétoines verts là, mais il y a un autre cétoine qui existe, il fait partie des espèces patrimoniales. Le cétoine, là c'est la cétoine d'ailleurs, la cétoine marbrée. Voilà, donc on continuera l'année prochaine et encore l'année d'après, hein, en basculant doucement là de l'acquisition de références vers le plan le plan politique, plan d'action pour asseoir une protection de cette biodiversité. Voilà. J'en arrête là. Merci Bertrand. Donc démocratie participative. Donc Annie, tu... Donc le comité de démocratie participative s'est réuni le 12 novembre 2024 pour désigner les membres du futur comité des sages. On a eu très peu de candidatures. On en a reçu 7 candidatures. Une n'était pas recevable. Le candidat était trop jeune pour le comité des sages. Et donc les 6 autres candidatures ont été retenues. Ensuite, on a tiré au sort un certain nombre de futurs candidats avec une parité homme-femme à partir des listes électorales. Et en ce moment, il y a donc la consultation de ces personnes pour savoir si elles correspondent bien aux critères retenus pour intégrer le comité des sages et surtout s'ils sont d'accord. Donc voilà, et si tout va bien, on pourra peut-être mettre en place ce comité des sages fin janvier, quelque chose comme ça. Voilà. Avez-vous des questions ? Oui, une remarque, enfin nous on s'était un peu opposé en conseil au fait que ce soit que à partir de 60 ans. On a eu des échos sans trop les chercher, comme quoi les gens aussi étaient un peu, pour certains, choqués que ce soit réservé aux membres de 60 ans. Donc est-ce que vous envisagez de revenir sur cette limite d'âge ou pas ? À ma connaissance, pour tel qu'il est défini, tel qu'on l'a adopté, donc on ne reviendrait pas dessus. À ma connaissance maintenant, je ne sais pas. Après, ce qui avait été dit, c'est que le CMJ, c'est CM1, CM2, 6e, 5e. On ne va pas accepter les 3e. Il y a d'autres choses, mais c'est la même chose. Il y a aussi d'autres comités consultatifs pour les Oudonnais, comme Bertrand l'a dit. Il y a la possibilité à tout Oudonnais de s'investir pour la commune à travers plein de comités consultatifs. Le comité des sages est une instance pour les plus de 60 ans. Voilà. Vous aussi s'impliquer dans les autres comités sans limite d'âge non plus. Donc j'ai vraiment du mal à comprendre l'objet de ce comité. Dans la note de synthèse, il y avait donc un point développement économique local. On en parlera à l'issue de la séance. Vous resterez à l'issue de la séance pour parler de ce point-là. Suite à la réunion qu'on a eue sur ce point il y a 15 jours. Donc décision du maire. Donc voilà ce qui a été depuis le dernier conseil. Donc si vous avez des questions sur ce qui a pu être signé. Et on va passer à l'interco. Donc si vous avez des choses pour les délégués interco. Donc Séverine, tu as une diapo. Donc le schéma de cohérence territoriale est toujours en révision. Voilà, on est content de l'apprendre. Ça dure depuis un petit moment et on n'est pas près de boucler. Je crois que ça a été reporté de 18 mois de mémoire. Il y a donc une aire de grand passage gens du voyage qui avait été créée à Mésanger. On l'a peut-être un peu tous vu dans les journaux. Quand il y a eu des inondations, ça a été très compliqué pour eux voilà, ils ont dû faire appel aux voisins agriculteurs pour sortir les caravanes. Donc des travaux d'aménagement vont être faits pour permettre l'accès même en cas de forte pluie. Voilà. L'aéropole, donc il y a le gestionnaire qui est Vinci, si je ne me trompe pas, son contrat se terminait là, voilà, donc il y a une consultation en cours pour un nouveau gestionnaire.
Et on nous a présenté aussi Action Logement. Alors, on en a peut-être déjà entendu parler, mais c'est un organisme auquel on peut prétendre quand on est salarié via certaines actions sociales du travail ou autres, pour les achats, donc ou pour en tant que locataire. Et on peut bénéficier de caution via Action Logement, Locapass, Visal, et une aide au paiement des loyers aussi. Donc c'est quelque chose à ne pas hésiter à solliciter quand on est salarié, aller voir ses services ressources humaines pour savoir éventuellement ce qui peut être fait par rapport à ça. Ça peut être des aides assez précieuses et pas assez connues peut-être. Est-ce qu'il y a des questions ? Merci. Donc pour la compa, moi, en développement éco, juste pour le dire, actuellement, donc dernière commission, c'était le budget, budget pour l'année 2025. On a fait le bilan aussi de l'espace tourisme et loisirs, donc et les perspectives bilan 2024 et perspectives 2025. Un point aussi sur la tourisme fluvestre, la démarche tourisme fluvestre qui a été faite en accord avec les autres intercos du territoire et du Maine-et-Loire. Et puis voilà, il y a des questions diverses, mais surtout une grosse partie sur le budget 2025. Et je ne sais pas si pour les autres commissions, si vous avez des points, Xavier. Ouais, moi j'ai été absent pour raison médicale à la dernière commission ruralité mobilité, j'ai pas encore eu le compte rendu. Laurent. De mon côté, en fait, tout suit son cours. On a un nouveau sujet qui est en fait le plan de sauvegarde intercommunal, qui permet de mettre en commun en fait les moyens. Toutes les communes ne sont pas obligées d'avoir du matériel pour répondre à certaines choses, et donc il y a ces choses-là. Voilà. Et j'ai posé la question pour savoir pourquoi c'était en environnement, et puis la réponse était un peu. Je pense qu'il y avait l'agent dit c'est un sujet qui m'intéresse. Bon, après il faut bien qu'il soit quelque part, donc bon, voilà. Pour Animation Solidarité, comme tu disais, pour nous, c'était principalement aussi orienté budget. Il y a aussi un sujet qui a été évoqué, donc Arpomax, qui va avoir lieu aussi l'année prochaine. Après, donc, c'était des points... c'était surtout le budget, en fait. Et sur la dernière, finance, moyens techniques, là, donc, je crois que je l'avais déjà dit la dernière fois, il y avait 2 commissions prévues cet automne là, qui ont été annulées, et la prochaine, c'est au mois de janvier, donc j'ai prévu d'y aller, mais voilà, il n'y a rien de nouveau. Rien sur les reversements aux communes. Je crois que la présidente de commission a bien noté, a fait, je pense, ce qu'elle pouvait pour mettre ça sur le tapis. Donc bon, on croise les doigts pour un avenir incertain là-dessus. Mais voilà. Merci. Donc au niveau information, donc plan communal de sauvegarde. Donc le travail avance. On a eu une réunion, et donc il y a un deuxième COPIL qui est prévu en janvier. L'objectif, que ce soit terminé pour l'été 2025 et qu'il y ait un exercice de fait cet été 2025, un exercice nature sur le plan communal de sauvegarde. Donc voilà, ça avance, mais il y a encore du travail pour prévoir toutes les fiches actions en cas de tel ou tel sinistre. Voilà. Parce que s'il y a un exercice, ils vont pas nous dire quel sinistre ils vont mettre au départ. L'objectif, c'est qu'on fasse un exercice avec tout le monde pour voir vraiment la réactivité et ce qu'il faut modifier sur le PCS. Document unique, c'est pareil. Donc, on a eu une réunion, et donc là, le document unique est parti au centre de gestion pour que ça passe en commission. Donc, la commission du centre de gestion va donner un avis. Et ensuite, ça va revenir à la commune pour le passer en conseil. Voilà. Il y a quelques points noirs, noir c'est rouge, quelques points rouges qui sont beaucoup liés au centre technique municipal. Actuellement, on a des espaces dangereux, pas trop sécurisés au niveau du centre technique municipal, comme des mezzanines qui ne devraient pas exister, qui existent mais pas assez sécurisés. Donc il y a pas mal de points noirs liés à ça, avec le nouveau centre technique municipal qui j'espère, va voir le jour assez vite. On enlèvera un paquet de risques. Voilà. Groupe de travail Cœur de Bourg, on a eu une première réunion de lancement avec le cabinet, donc avec une déambulation, travail en salle d'abord, et puis déambulation sur la commune. Voilà, il y a une autre réunion qui va se faire en janvier. Donc le 16 janvier, ils font une concertation publique. Donc on avait choisi ce cabinet parce qu'ils étaient vraiment axés sur la démocratie participative, et donc ils font une réunion publique Cœur de Bourg avec
Dans l'après-midi, les services qui pourront passer au fil de l'eau pour discuter avec le cabinet. Ils vont passer voir tous les commerçants de la commune dans l'après-midi, et il y a aussi à suivre aussi une réunion avec les Oudonnais. Voilà. Et le CMJ et le marché. Ouais, le CMJ et le marché, ils iront le 19 janvier, ils iront au marché dominical pour discuter avec les différents commerçants. Voilà. Donc un bon début de travail avec un cabinet qui a l'air très dynamique. On l'avait pris aussi pour ça, mais voilà. Et puis groupe de travail relation aux associations. Donc on a un gros travail à faire. C'était ressorti aussi des réunions avec les services, avec les associations, concernant plein de choses, des conventions, de l'élocation de matériel. Donc il faut former un groupe de travail municipal qui va travailler là-dessus pour formaliser des choses. Alors ça se mettra en place après le budget, parce il y a quand même des choses à faire pour le budget. Mais il faut donc ce soir, s'il y a des personnes intéressées pour faire partie de ce groupe de travail. Alors, je veux bien intervenir parce que du coup, c'est aussi, on va dire, des tensions qu'il y a pu avoir aussi avec le service technique, ou avec des incompréhensions, notamment au niveau des transports, au niveau des montages de stands. Et donc moi, je me propose donc de participer à cette commission, parce que le fait que je suis assez proche des agents, du fait que j'ai récupéré du service technique, du fait que j'ai récupéré la voirie. Donc voilà. Donc Anthony, Marion, Philippe, Nelly, Anthony Maury. Il y a Céline qui est intéressée aussi. S'il y a d'autres personnes, ce sera toujours. Mais... 6 personnes. Ok. Au niveau des agents, on peut préciser que ça sera Sandrine Pierre-Fix, la chef de projet sur ce sujet. Et ça sera un groupe de travail éphémère. En fait, voilà, il va juste fonctionner le temps que tous ces documents soient mis en place. Il est éphémère, mais il y a du travail quand même. Ah oui. Oui. Pour préciser, on est passé, il y a quelques années, on était à peu près un équivalent temps plein pour les manifestations. Si on prend la dernière année, on est arrivé à 2, deux équivalents temps plein sur le nombre d'agents qu'on a. C'est énorme pour aider les associations, pas que les assos, parce qu'on compte aussi tout ce qui est municipal là-dedans, mais c'est quand même 2 agents qui s'occupent de l'événementiel communal. C'est quand même, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi recadrer des choses qui ont pu dériver au cours du temps, mais c'est pour ça que le travail est là pour ça. Oui, Marion. Non, c'est aussi ce qui fait le dynamisme nous dons et dont on peut tous se féliciter. Donc c'est vrai que il y a un équilibre à trouver. Après, on va pas commencer la réunion avant l'heure. C'est juste, si tu veux, c'est le rapport par rapport aussi aux agents où, il y a des associations qui pensent que c'est indu. Et donc, du coup, ils parlent un peu aux agents. Enfin, moi, personnellement, ça me dérange. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on recadre tout ça et que ça soit clair pour tout le monde, mais que les agents, c'est pas non plus c'est pas parce qu'on fait ça qu'ils viennent quoi. Voilà. Mais je suis tout à fait d'accord avec toi là-dessus. Voilà, et donc avant de parler d'Arpège, il y avait donc hier soir une réunion avec les associations, donc une vingtaine d'associations présentes, 30-35 personnes, plus les élus. Donc un succès, les gens étaient très contents de se voir tous ensemble avec des problématiques surmontées, donc du travail aussi pour nous, mais très bien. Ça a été une façon aussi de redire les choses sur tout ce qui est plutôt administratif au niveau des subventions, des locations de salles, etc. Donc c'était bien aussi de les recevoir pour reparler de tout ça. Et dernier point en information, Arpège. Ok. Donc sur Arpège, vous avez pu voir dans la presse cette semaine, il y avait un article sur Arpège avec une demande du Pays d'Anceny, des communes pour aider cette association. Juste un point, j'ai 3 diapos pour un point sur ce qui existe sur le Pays d'Anceny. Donc actuellement sur le Pays d'Anceny, il y a 4 associations Arpège, Polisson, La Croche-Note et Unisson. 800 élèves au total, donc 35 professeurs, la moitié sur Arpège. Il y a qu'Arpège qui a des agents. Donc il y a un agent administratif et une directrice. Les autres, c'est que des bénévolats. Donc se pose le problème du financement. Actuellement, sur le financement total, je ne suis pas devant le micro là, le financement total, il y a à peu près 500 000 euros. Et sur les 500 000 euros, ils ont les subventions des communes et des CIVOM à hauteur de 190 000 et des départements à hauteur de 30 000 euros.
Donc c'est à peine la moitié, mais c'est une grosse partie de leur budget qui est subventionné, et les familles donc représentent 300 000 €. Donc ils ont généralement, enfin on l'a vu, nous on le voyait en Sivom, mais des difficultés financières voilà, pour boucler les budgets. Arpège a terminé ses deux derniers exercices à moins 15 000 et moins 16 000. On les a reçus samedi pour parler de ça. Avec pareil, le département qui va normalement baisser 30 000, c'était l'an dernier, ils doivent normalement baisser, ils savent pas exactement de combien, mais ça va baisser aussi. Donc ils vont revenir en plus normalement sur les communes pour combler, mais on ne pourra pas à un moment combler non plus le moins des autres collectivités. Et donc, au niveau des financements par rapport aux communes, nous, au niveau Sivom, on donne déjà à peu près 4 € par habitant pour Arpège. Par contre, sur les communes du Nord, et le Nord, enfin le Riaillé, ils sont de 0,6 à 2,50 € par habitant, et sur Vallon de l'Erdre 1,70 par habitant. Et à Loire-Auxonce un peu plus, c'est 3 € par habitant. Unisson 2,65. Donc l'objectif de la Compa, malgré les aides qui ont été mises en place, c'est de passer à 4 € par habitant sur toutes les communes. Donc ils ont demandé un accord de principe à toutes les communes. Donc il y a des communes qui ont passé ça en délibération. Nous, passer à 4 € par habitant, c'est ce qu'on paye actuellement. Donc ça ne changera rien pour les communes du Pays d'Anceny, enfin du Sivom, pardon, pas Pays d'Anceny, de l'ex-Sivom, qui doit disparaître au mois de mars. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'ils sont venus nous voir, parce que cette année, ce sera encore une subvention communale. Donc nous, on est reparti, on leur a proposé de payer ce qu'on payait en 2020, ce qu'on a payé en 2024 pour l'an prochain. Oui, voilà. Donc juste pour rappeler aussi ce que fait... la Compa, il y a déjà le groupement d'employeurs. Donc, le groupement d'employeurs, pour la Compa, c'est 58 000 € qui a été mis en place l'an dernier. Il y a aussi donc les IME, donc les IMS, pardon, qui étaient musique et danse, qui était avant la commune qui finançait. La Compa finance pour toutes les communes du Pays d'Anceny, donc ça c'est 65 000 €. Et puis il y a l'aide aux familles qui a été mise en place cette année, l'aide aux familles, donc 150 € par enfant en cours individuel et 70 € par enfant en cours pédagogique de groupe. Donc ça représente au total 30 000 €. Voilà. Et donc là, derrière, donc il y a cette demande d'avoir 4 € par habitant pour toutes les communes. Donc ce seraient les communes, enfin pour que ce soit pas à passer ça à chaque conseil municipal, parce qu'il y a des communes qui ont du mal, qui accepteront peut-être pas. Donc ce serait un accord de principe de toutes les communes, et la Compa donnerait la somme. Par contre, ce serait ôté de ce qu'on disait tout à l'heure, ce que donnent les communes, ce que donne la Compa aux communes en attribution de compensation. Donc c'est nul, non, ça passera pas à chaque fois en conseil municipal. Voilà. Nathalie. Est-ce qu'on sait combien d'enfants de la commune sont à Arpège ? Chez nous, on a entre 35 et 40 en fonction des années. Donc voilà. Après, il y a des communes de l'ex-Sivom d'Arpège qui sont du nord, la plus au nord comme Pouilly-les-Coteaux, ils avaient que 2 enfants. Donc ça, eux par enfant, ça leur fait une somme énorme, quoi. Voilà. On peut pas comparer une école de musique et un club de foot, enfin voilà, ou autre chose, hein. C'est totalement différent et c'est pas du tout les mêmes financements. Et donc oui, c'est des montants, mais sinon, si on veut avoir une école de musique sur le territoire, des écoles de musique sur le territoire, ça passe par ces aides. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions ? Ah oui, je les ai passés là. Donc études camping, donc qui est en cours. Hein, donc Nelly, tu voulais dire un petit mot ? Alors juste un point d'étape concernant cette étude dont on a parlé, donc qui est menée par Nepsio. Donc il y a eu un diagnostic qui a été effectué pendant la saison estivale. Une identification des besoins et des opportunités. Donc il y a eu 2 ateliers réalisés par Nepsio, donc auprès des membres de la commission tourisme. Des échanges également avec le service technique, enfin bon, les différents intervenants en lien avec le camping.
Et il y avait également une réunion planifiée semaine prochaine qui n'a pas eu lieu, qui a été annulée, tout simplement parce qu'on arrive au stade maintenant où il doit être rédigé un cahier des charges pour l'avenir en fait du camping. Sauf qu'à ce jour, donc il y a quand même une incertitude puisque le camping est situé dans une zone concernée par le PPRI, le plan de prévention des risques d'inondation, mais également par le verrou de Loire. Donc tout cela interroge puisque avant d'aller plus loin et définir un cahier des charges, il paraît plus judicieux d'avoir déjà des réponses par rapport aux règles de l'urbanisme. Donc il y a une réunion qui est planifiée semaine prochaine, je crois que c'est le 12, avec les services de la préfecture. Donc une réunion à laquelle va assister l'agent en fait en charge de l'urbanisme. Donc l'objectif en fait c'est que cet agent puisse poser des questions qui sont déjà établies pour pouvoir après revenir avec des réponses déjà concernant les possibilités ou non par rapport au camping. Voilà. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Et puis évidemment après une réunion sera planifiée avec les membres de la commission tourisme pour continuer le sujet. Voilà. Y a-t-il des questions? Et dernier point, jumelage. Séverine? Donc, comme vous pouvez le lire, le bureau a un peu changé. C'est David Rousseau qui a été élu président suite à la démission de Martine Naudin, après plusieurs années en tant que présidente. Et il y a un voyage à Bastogne prévu le week-end du 14 juillet, c'est ça, hein, que je ne me trompe pas. Donc ce sera les 20 ans du jumelage, donc on en reparlera peut-être d'ici là, voilà. Et il me semble aussi qu'il y a un partenariat comme l'année dernière entre le jumelage et le restaurant scolaire. Donc le restaurant scolaire travaille sur l'Allemagne cette année, et donc il est prévu des échanges entre le jumelage et le restaurant pour des animations autour de l'Allemagne dans le courant de l'année. Pas que. Oui, il y a des menus à thème comme l'an dernier qui sont proposés régulièrement aux enfants. Ouais. Merci Séverine. Donc l'agenda, le Téléthon ce week-end, élection CMJ le vendredi prochain, le Père Noël qui vient le 22. C'est mi-commune, mais c'est pas nous qui organisons, hein, c'est le Père Noël. Et les vœux aux agents et à la population le 9 et le 10 janvier. Voilà. Et ce que j'ai dit tout à l'heure, la concertation publique Cœur de Bourg, avant le prochain conseil, le 5 février. Et c'est là qu'il y aura le DOB. Pas de questions, donc fin de séance. Merci à tous.